Donc en somme, voilà, pour terminer un petit peu cette vidéo, pour synthétiser, pour faire la petite conclusion, vous avez d'un côté un état phasique sensoriel et, et non global, avec un individu qui sera réfractaire à toute forme de pénétration plus profonde. Vous pouvez très bien, par exemple, être avec une personne qui va vous confier ses secrets les plus intimes et sans être capable d'être réellement à l'écoute de vos besoins. Un exemple tout bête, vous avez une personne qui vous écrit toute la journée pour vous dire qu'elle vous désire, une personne qui vous appelle parce qu'elle a besoin de s'épancher sur ses troubles, sur ses émotions ou ses problèmes, et qui à côté de ça ne va pas forcément vous demander comment ça se passe pour vous le boulot, qui ne va pas être forcément soutenante dans les étapes que vous allez traverser. Donc ça, c'est un signal de réfraction. Ça veut dire que vous avez une personne qui est intéressée par un aspect de votre personne, de ce que vous avez à lui apporter, mais pas par le reste. Et ça, c'est un signal assez parlant sur lequel vous devez apprendre à être vigilant. Parce que, encore une fois, on ne peut pas se fier exclusivement à ce qu'une personne nous dit. Il faut faire preuve de discernement et avoir ce qu'on appelle des principes intérieurs. Un individu sans principe, c'est une maison sans mur. Le fondement de la maison, c'est l'amour. Par contre, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Le simple fait d'avoir une structure de construction ne fait pas d'un terrain une maison. Et ça, c'est super important. Vous avez la fondation, mais vous n'avez pas la maison. Dans un couple, tout ce qui va construire une maison sécure, c'est tout ce qu'on va y mettre autour. Les principes, les intérêts communs, les valeurs et les projets. Donc, plus vous serez dans un apport global, plus vous intégrerez la dimension complète d'une personne, plus cette personne va intégrer la vôtre, et plus vous aurez de chances de développer un projet commun sur le long cours. Un autre aspect aussi qui est assez important dans la passion, parce que ça peut être un registre de phases, mais qui perdure dans le temps aussi. Là, on est sur des passions malsaines. C'est quand on entre dans une phase de conflit, comme seul outil de communication. Souvent, le conflit, c'est une manière un petit peu houleuse d'entrer en relation avec l'autre. Quand on n'a pas les outils ou les ressources pour entrer en communication saine avec une personne, ce qui nous reste souvent, c'est le conflit, c'est-à-dire la force. On fait entrer les éléments d'entendement à l'autre par le biais de la force ou de la colère. Il faut savoir qu'il y a plusieurs manières d'aimer et de témoigner son amour aussi. Il y a plusieurs manières de communiquer. Si vous vous retrouvez dans une situation de couple où le conflit est récurrent, c'est qu'il y a certainement une manière désadaptée d'entrer en relation. Et ça s'apprend, ça se gère. Une autre problématique qui est importante aussi, c'est que souvent, on a tendance à entrer et générer des conflits parce que c'est une forme de latence temporaire. Ça veut dire que pendant qu'on se dispute, on évite de prendre des constats qui s'imposent à nous et de se poser des vraies questions. Donc souvent, on dit oui, moi, je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui va me changer. Voilà, j'ai pas envie d'être dans une relation où je ne peux pas être moi-même. Et pour autant, c'est super important de le préciser parce que techniquement, on a beaucoup de difficultés à s'adapter à l'autre. Et quand on entre dans une phase de conflit, c'est qu'il y a une part d'acceptation de la réalité de l'autre qui fait défaut. Quand vous arrivez à prendre du recul sur la situation que vous vivez, que vous formulez des principes intérieurs et que vous formulez en quelque sorte des indicatifs, donc vous positionnez des boussoles, c'est-à-dire vous demandez de temps en temps, est-ce que je me sens à ma place, est-ce que je me sens bien? Si vous arrivez à prendre vos décisions uniquement en accord avec votre état d'être et pas forcément les enjeux de conséquences de la réalité, alors vous arrivez à être au plus près de votre bien-être. Autre chose aussi que j'aimerais dire, c'est que on a tendance à faire des raccourcis un peu pervers entre le bien et le confort, et du coup entre l'inconfort et le mal. Il faut savoir que une situation inconfortable n'est pas forcément une situation négative. Ce qui signifie que si vous êtes dans un état de souffrance temporaire, ce n'est pas toujours un indicateur négatif. Il faut parfois se mettre en état d'inconfort pour générer des ressources d'adaptation et du coup des ressources de survie émotionnelle. Donc la survie émotionnelle, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est vraiment la propension d'un individu à générer en lui des ressources d'adaptation permanentes qui feront que ces expériences de réalité seront des expériences vécues comme des sources
de force et de résilience permanente. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, lorsque vous développez des ressources positives en lien avec des expériences négatives, vous allez au fur et à mesure programmer votre cerveau pour qu'il intègre le fait que toute expérience est une porte ouverte vers un apprentissage et du coup vers une ressource positive. Et ça, c'est méga important pour générer de manière progressive des situations dans lesquelles vous serez moteur et aussi bénéficiaire. La notion de principe dans le cadre d'une relation aussi, elle est super importante parce que, comme je vous l'ai expliqué, un individu sans principe, c'est une maison sans mur. Ça veut dire que vous n'avez pas de cadre. Et quand on n'a pas de cadre intérieur, on a des difficultés à avoir des cadres extérieurs. Ça veut dire que les cadres vont être posés dans une relation par les éléments externes. Ce qui veut dire que soit vous serez dans un postulat d'adaptation, soit vous serez dans un postulat de victimisation. Et j'emploie le mot de victimisation, de victime, de manière volontaire, parce que si vous n'êtes pas pleinement consentant d'une situation, que vous n'en êtes pas responsable, le consentement c'est aussi la responsabilité de se positionner, de donner son aval ou son refus. Dans le cas où cette situation tourne à votre désavantage, vous en deviendrez naturellement et logiquement délétère. Donc vous la subirez parce que vous n'aurez pas posé les jalons de vos cadres. Ce qui veut dire que quand vous décidez de ne pas avoir de maison et que vous allez dans la maison de quelqu'un, si la maison s'écroule, vous allez subir ces murs-là. Par contre, si c'est votre maison, vous allez faire en sorte que les murs et les fondations soient consolidés. Et si ces murs-là se cassent, vous en serez la seule responsable parce que ça sera votre maison. Donc c'est vraiment, je suis désolée pour les images, elles sont un petit peu particulières, mais c'est super important de se figurer les choses parce que ça permet de prendre de la hauteur. Donc plus vous aurez de balises intérieures et plus vous aurez du coup de facultés d'identification sur des situations où vous serez alerte. Donc la passion, c'est un outil galvanisant dans une relation qui est déjà installée. C'est un outil de développement du lien d'attachement dans un couple. Dans un début de relation, la passion peut être stimulante si elle n'est pas uniquement le seul vecteur ou la seule phase d'entrée en relation. Si vous développez des liens de complicité, si vous vous sentez intégré dans votre sphère générale en tant que personne, dans tout ce qui vous représente, dans toutes les choses qui vous tiennent à cœur, si vous avez le sentiment qu'une personne vous aime pour ce que vous êtes et qu'à côté de ça, vous avez de la passion, c'est formidable. Mais si vous n'avez uniquement que de la passion et que cette passion se cesse et que vous ne comprenez pas pourquoi, partez du postulat qu'une passion est un état sensoriel interne qui est déclenché au contact d'un individu. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc on peut générer de la passion pour certaines personnes et pas d'autres, bien entendu. Mais il faut savoir que la passion, lorsqu'elle est la seule source d'entrée en relation, c'est une forme de répétition de fonctionnement. Et là, si vous voulez, vous ne devenez pas un individu à part entière, vous devenez un sujet comme les autres. Donc c'est très difficile à accepter, mais plutôt que d'en retirer de la souffrance, il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas développé des signaux d'alerte? Pourquoi vous ne vous en êtes pas rendu compte? Pourquoi le fait d'être dans une forme de dépendance commune au plaisir ou à la joie était la seule source de suffisance dans votre couple, par exemple? Toutes ces questions-là qu'on se pose en fin de relation. Plutôt que d'essayer de comprendre l'autre, essayez de comprendre pourquoi vous en êtes en arrivé là et pourquoi vous avez eu ce type de fonctionnement-là. La compréhension de soi ne relève pas de la faute ou de la culpabilisation. C'est vraiment une notion de feedback, de retour et d'analyse. Plus vous comprendrez vos comportements et plus vous arriverez à anticiper les situations que vous vivrez et à devenir forte ou fort face à elles. Donc, plus vous allez vous structurer de l'intérieur et plus vous aurez des situations qui seront, elles, structurantes. On parle beaucoup des schémas répétitifs, des schémas pathogènes, on parle beaucoup des schémas malsains, des pervers narcissiques, de tout ce qui est de l'ordre de la déviance ou du fait de subir en quelque sorte dans un postulat de victimisation une situation sentimentale. Partez du principe que vous êtes toujours responsable des situations que vous vivez. Responsable, c'est pas coupable. Responsable, c'est que vous êtes gestionnaire de votre personne face aux situations que vous vivez. Et ça, c'est super important. Une émotion et une pensée, ce sont deux choses différentes. Vous avez le droit d'être triste, de pleurer et d'accepter cette émotion
tout en développant un ressourcement mental, c'est-à-dire un état d'esprit qui vous permette d'utiliser cette tristesse comme moteur. Je vais vous donner un exemple tout bête et que j'emploie souvent. Si vous êtes, voilà, vous venez d'apprendre une grave maladie, vous êtes condamné, vous devez partir dans 6 mois. C'est terrible, c'est affreux. Vous avez 2 cas de figure. Vous avez le cas de figure où ça ne change rien à votre vie, voire vous vous dites c'est triste, j'ai plus de temps à vivre, et vous faites une dépression. Je vous donne des exemples grossiers. Vous faites une dépression, vous dites que de toute façon je suis foutu pour foutu, c'est plus la peine de vivre. Et puis vous avez un autre cas de figure où là, vous avez une personne qui aborde ça avec beaucoup de dignité et une certaine philosophie positive, altruiste, en se disant ben, j'ai 6 mois à vivre, alors je vais profiter au maximum de ma famille, je vais donner une image positive de moi et je vais essayer de retirer les aspects bénéfiques du sens de ma vie. En fait, dans la vie, on a toujours le choix. On a des choix qui ne nous conviennent pas. On a des choix qui sont négatifs, mais on a toujours des choix. Vous avez toujours le choix de rester dans une relation souffrante, comme vous avez le choix de vous concentrer sur vous et de trouver le moyen d'aller mieux. Je ne dis pas forcément d'y parvenir, mais en tout cas d'être dans une démarche où vous essayez. Et c'est comme le sport, plus vous allez essayer et plus vous allez développer de la masse musculaire, donc de la masse émotionnelle. Et plus vous aurez de la masse émotionnelle et plus vous aurez de force et d'endurance pour affronter les difficultés de la vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci.